La situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, on parle d'un complot. Carrément, il y a le Rwanda, mais également les multinationaux derrière pour certains, pour la balkanisation de la République démocratique du Congo, de l'Est de la République démocratique du Congo. Et c'est pour cela qu'il y a la guerre, selon une certaine opinion, ce qui a été également avéré par les politiques, par les diplomates aussi, puisque nous sommes avec un diplomate sur ce plateau. Bienvenue Henri Swan. Merci de m'avoir invité. Je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur de la République démocratique du Congo au Royaume-Uni, en Irlande, en Suède, en Norvège, en Finlande, c'est très juste. Oui, voilà. Et la situation de l'Est de la République démocratique du Congo, aujourd'hui on parle, les voix finalement s'élèvent, puisque la thèse du complot, depuis plusieurs années, nous et Laurent Désiré Kabila en parlait. Il y a eu peut-être accalmie de ce côté-là, mais depuis depuis 3 mois pratiquement, la situation est catastrophique. Le M23, appuyé par le Rwanda, et finalement cette thèse revient sur la table. Vous pensez également qu'il existe cette thèse ou ce grand schéma au niveau international pour prendre une partie de la RDC? Écoutez, il y a plusieurs thèses en fait. La thèse de complot, elle ne date pas seulement de Laurent Désiré Kabila, elle date depuis l'époque de Lumumba, même beaucoup plus avant. En 1884 déjà, il y avait cette thèse de complot en effet. Et à l'époque de Lumumba, on se rappelait, c'était beaucoup plus pour le Katanga, tout ça avec la sécession. Mais en fait c'est l'ensemble de la RDC. Il y a une thèse de complot qui se focalise tout naturellement vers des provinces qui sont riches en fait. Mais il n'y a pas que la thèse de complot. On peut se rappeler qu'il y a quelque temps, le Rwanda avait développé un concept qui est arrivé à un moment donné, qui est apparu comme un fonds de commerce. C'était la thèse de génocide qui avait été acceptée par la communauté internationale dans son ensemble. Et bien, cette thèse qui a été très vendue en fait au sein de la communauté congolaise a fait tache d'huile. Mais aujourd'hui, il y a justement cette thèse-là. À l'époque, s'il y avait la thèse des génocides, souvenez-vous, le Rwanda est rentré sur le territoire congolais. Et à l'époque où les réfugiés rwandais étaient cantonnés dans le Kivu, il y a eu massacre. En fait, l'armée rwandaise est arrivée et a tué 200 000 Rwandais ont manqué à l'appel à ce moment-là. C'était pour eux, en fait, la thèse selon laquelle on poursuivait les génocidaires, les Tutsis. Mais ils sont arrivés jusqu'à la plus loin, puisque c'était au-delà de 100 km. Ils sont arrivés, et même ils sont arrivés jusque dans la province de l'Équateur. Et souvenez-vous encore, en 1998, ils ont carrément pris un avion, ils ont débarqué à Kitona, qui est dans le Bas-Congo, dans la recherche des Tutsis. En fait, il y a beaucoup de concepts... En coupant l'électricité. On a célébré finalement le 2 août. Voilà. Et donc, on peut s'imaginer que le Rwanda, pas seulement l'expression, le Rwanda adopte la pratique du singe, qui consiste en fait à penser que lorsqu'on ferme les yeux, essayez, vous allez voir du noir et on pense que tout autour de soi, on voit du noir. Alors que tout le monde voit bien qu'il y a plusieurs concepts qui sont développés, mais il n'y en a aucun qui est bon parce qu'en réalité, ils viennent, je ne suis pas très fort en latin, c'est parce que vous avez fait les latins, j'ai des connaissances assez limitées, mais je sais que c'est Sénèque ou César qui disait, nous allons conquérir, je ne dis pas textuellement, nous allons conquérir des territoires et nous allons faire la même mise sur les richesses. C'est à peu près ça. Et si vous citez les multinationaux, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont cités. Moi-même, pardonnez-moi de le dire avec modestie, j'étais au Conseil de sécurité en l'an 2000 justement pour discuter de la résolution sur le diamant de la guerre. C'était pas facile. Bloods, Diamonds. Alors, finalement, les multinationaux, le Rwanda, tout ce monde, ce pays où ces organisations sont à la recherche des richesses de la République démocratique du Congo, que peut-être nous n'arrivons pas à exploiter, et surtout dans cette partie de l'Est qu'on appelle le ventre mou. Pourquoi cette fragilité au niveau de cette partie, selon vous? Mais écoutez, il y a la confort. Regardez, à la fin du règne du maréchal Mobutu, le pays était isolé diplomatiquement. Il y a eu l'isolement de la nation congolaise. Il y a eu une résolution sur la non-commercialisation des armes. L'embargo sur les armes. Oui. Pour la RDC. Et donc, il est tout à fait normal que, en ce moment-là, le Kivu qui pacifiquement vit avec les populations environnantes, celles du Rwanda, du Burundi et d'ailleurs, a été
peut-être par la force des choses, le ventre mou, parce que les autres, ils ont traversé. Le gouvernement congolais de l'époque avait accepté que les réfugiés rentrent sur les territoires congolais. C'est peut-être ce qui a ouvert en fait les portes. Mais ça aurait été quel schéma? Puisqu'on se rappelle des images à l'époque, les images que le Haut Commissariat des Nations Unies montrait, puis les chaînes internationales au niveau de la frontière. Des millions de personnes, 2 millions pratiquement de personnes entassées sur ces frontières. Qu'est-ce qui serait arrivé si la RDC avait refusé de recevoir, par exemple, ces populations sur notre territoire? Non, je suis en train justement de vous dire, à l'époque, lorsqu'il y a la déliquescence de l'armée zaïroise, la déliquescence de l'armée congolaise, il est tout à fait normal que notre armée n'était pas assez solide en ce moment-là. Et donc, on pouvait voir, et ça, il faut le dire, il faut mettre le doigt là où ça fait mal, on peut effectivement comprendre que les autres qui s'étaient préparés, parce qu'ils avaient une idée derrière la tête, et ils pouvaient pénétrer sur les territoires congolais, malgré disons, tous les efforts de la communauté internationale à ce sujet. Rappelez-vous, d'ailleurs, à l'époque, Madame Bonina Emma Bonina avait stigmatisé ce fait bien avant, mais c'est quand même arrivé, et le gouvernement Kengo à l'époque ne pouvait rien, hélas. Alors aujourd'hui, la République démocratique du Congo souffre du fait d'avoir un voisin qui a un esprit hégémonique, qui veut peut-être prendre une partie avec surtout cette thèse qui revient souvent, créer une Tutsi-land au niveau du Kivu. Qu'est-ce que vous en pensez, vous également? Je ne sais pas si c'est vrai qu'on a réellement l'intention de créer une Tutsi-land, si elle n'est pas déjà fait, d'ailleurs. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a quand même une mauvaise foi de la part des autorités rwandaises. J'ai eu à discuter longuement avec mes collègues ambassadeurs du Rwanda à Londres lorsque j'y étais. Mais c'est vrai que lorsqu'on discute avec eux, on sent que quelque part, même eux-mêmes, ils sont dépassés, ils ne comprennent pas la réalité. En fait, tout est décidé à Kigali. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a quand même une idée derrière la tête. Les gens arrivent, peut-être pas dans l'intention de créer un Tutsi-land comme beaucoup le pensent, peut-être pas forcément dans l'idée de la balkanisation comme beaucoup le pensent, mais ce qui est vrai, c'est qu'on est en train de favoriser, n'est-ce pas, un pillage systématique de nos richesses au dépourvu justement de la population congolaise, mais aux grandes dames de la communauté internationale. Pourtant, dans cette communauté internationale, justement, il y a des multinationaux, vous le dites si bien, qui sont en train d'en profiter. Voilà. Les pays, vous parlez des Occidentaux, il faut revenir sur ce qui vient de se passer il y a un mois pratiquement. Beaucoup de pays ont annulé leur soutien justement au Rwanda. Il y a les États-Unis, il y a l'Allemagne, il y a également la Grande-Bretagne. Oui. Voilà, plusieurs pays ont retiré leur... Est-ce que ce n'est pas une façon de dire que finalement on lâche ce gouvernement, puisque il y a 2 mois pratiquement, Kagame l'avait dit publiquement, ou peut-être avait trahi ses anciens complices, qui sont les pays occidentaux, de l'avoir poussé vers la fin de l'année passée à déstabiliser le régime en place. Oui, d'accord. D'abord, c'est un travail diplomatique. Bon, moi, je suis de ceux qui pensent que les Congolais sont capables de beaucoup. On a travaillé depuis une dizaine d'années. J'entends l'opinion penser que les choses se passent seulement il y a 2-3 mois, mais non, c'est un travail qui a été fait depuis une dizaine d'années. Ici, j'interviens en tant que diplomate, je n'ai pas de passion à ces sujets. Je me souviens que le 26 janvier 2001, lorsque le chef de l'État, Joseph Kabila, a prononcé son discours, c'était un message hautement diplomatique devant la nation, devant la communauté internationale. Et ce message, moi, je l'ai rejoint à New York en février 2001. Je sais la qualité des personnes qu'il a reçues en ce moment-là. Donc, j'imagine qu'à partir de ce moment-là, ils ont commencé à comprendre le travail qui a été fait pendant toutes ces 10 années avec la synergie, bien entendu, du président de la République, du ministère des Affaires étrangères, a fait que la communauté internationale a réussi à comprendre effectivement c'était quoi le réel problème. Et aujourd'hui, on peut s'imaginer qu'il est malsain pour un pays de contenir sa colère vis-à-vis de ce qui se passe dans le Kivu. Alors, les solutions, les pistes, d'autres parlent des pistes diplomatiques, d'autres parlent finalement des pistes militaires, puisqu'il faut le dire, il ne faut pas se le cacher au niveau militaire, ça ne marche pas. Beaucoup de défections, beaucoup de trahisons, puisque c'est une réalité dans l'armée. Beaucoup d'officiers qui composent l'armée, surtout dans l'Est de la République démocratique du Congo, sont issus des anciens groupes armés, notamment qui ont une influence beaucoup plus Tutsi. Alors ça crée des défections. Alors la solution, diplomatique ou militaire? Écoutez, au demeurant, la guerre, ce n'est pas bon. Hein. La guerre, ce n'est pas bon, mais la guerre elle-même, elle est inhérente justement à la vie des nations. On ne peut pas être une nation
sans éviter la guerre. C'est comme ça qu'il faut, lorsqu'on veut la paix, il faut préparer la guerre. D'où une armée dissuasive, bien organisée, ce que nous n'avons pas. Absolument. J'ai vu dans les projets des sociétés de toutes les organisations politiques congolaises, il y a, n'est-ce pas, il faut bâtir une armée républicaine. C'est la priorité des priorités dans tous les projets de société de toutes les organisations politiques du pays. Alors, pendant qu'on est en train de le faire, il faut suffisamment de moyens. Mais c'est vrai que je ne connais pas les questions militaires, pardonnez-moi, je ne vais pas m'interdire, mais je sais, vous êtes d'accord avec moi, c'est que je verrais très très mal un instructeur américain, un instructeur militaire américain, un instructeur militaire britannique, un instructeur militaire français laisser son poulain, laisser son élève perdre la guerre sur le terrain. Donc j'imagine que dans ce que nous sommes en train de penser dans la perspective de bâtir une armée, il va falloir envoyer nos officiers dans des académies militaires de grande renommée, en Angleterre, en France, aux États-Unis, parce que vous êtes d'accord avec moi. Les officiers rwandais sont formés par les Américains. Ça sera quel genre de stratégie? Alors, le politique, il peut dire ce qu'il veut, mais d'accord, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que sur le terrain, si l'instructeur américain, un militaire américain, il sait qu'il y a ses poulains, tout professeur ne peut pas laisser son étudiant aller échouer lorsqu'il envoie participer à un concours. Donc, il va falloir que le politique fasse son travail, il va falloir que dans une perspective à venir, il faut que nous envoyions nos officiers dans des armées, dans des académies militaires des gardes armées. Je me souviens, il y a quelque temps, en Angleterre, on avait d'ailleurs proposé que nous envoyions certains de nos policiers à l'académie militaire Kofi Annan, qui est au Ghana. À l'époque, c'était le vice-président Robert qui avait visité Londres. Moi, j'ai entendu de mes oreilles. Mais on n'a jamais fait, donc il n'y a pas eu de suivi. Je pense quand même qu'au-delà du fait qu'il y ait des traîtres au sein de l'armée, il y a une vision de tout le monde. Il faut bâtir une armée. Alors, la solution diplomatique, à mon avis, c'est toujours la meilleure. Hein. Il faut dialoguer. Si on est arrivé aujourd'hui à la condamnation de l'ensemble de la communauté internationale contre le Rwanda, c'est parce qu'il y a eu un dialogue. Je vous parlais du discours du chef de l'État. Donc il y a eu un dialogue, il y a eu une synergie avec des missions diplomatiques qui ont travaillé dans des conditions que vous connaissez. Je vois à l'époque l'ambassadeur Christian Eleka aux Nations Unies, dans les conditions dans lesquelles il travaillait. Il s'est battu dans les couloirs des Nations Unies. Jean-Pierre Moutamba à Bruxelles, Elie Angoulou à Paris, pour ne citer que les grandes capitales, moi-même en Angleterre. C'était pas facile. Vous savez ce que ça signifie, M. Kieré? Lorsque vous venez, vous êtes attendu au Foreign Office, donc le ministère des Affaires étrangères britannique, on vous dit, attendez, vous les avez vus, ça va, vous avez bien parlé, de qui s'agit-il? On vous dit, il y a quelque temps, les membres du RCD étaient là dans le fauteuil où vous allez vous asseoir. Alors vous êtes perdu totalement. Alors vous dites finalement ces gouvernements négociaient en même temps avec les rebelles, en même temps avec... puisque ce problème se pose aujourd'hui au niveau des négociations, puisque le président Museveni, qui est le président de la CIRGL, a négocié avec les chefs d'État, donc notamment le président congolais, mais également le CNDP qui va bientôt aller, le M23 qui va peut-être aller près de lui pour négocier. Alors on négocie avec les États ou on négocie avec les insurgés? Oui, bon, c'est-à-dire que nous avons des relations. Vous savez, le principe le plus cher en diplomatie, c'est la réciprocité. Ça, c'est le un. Et entre les nations, il n'y a que des intérêts. Je pense que l'Ouganda a tout intérêt à parler avec la RDC officiellement et trouver une solution. J'ai entendu les ministres des Affaires étrangères belges évoquer le souci que les deux pays, notamment le Rwanda et la RDC, doivent discuter. C'est ce qu'il faut. Je ne pense pas que le président Museveni a intérêt à discuter avec la M23 dans le souci de favoriser ce mouvement rebelle qui tue et pille. Je pense que le président Museveni, s'il joue le rôle d'arbitre, il a tout intérêt à travailler avec la RDC et n'est pas cautionné, en tout cas, ce que le M23 est en train de faire, et surtout le décourager dans ce sens-là. Si c'est un travail dans lequel il s'est investi, je dis merci. Et je lui dis, lui en anglais, wait and see. Et par expérience, on dit que les Rwandais, les Ougandais ne sont pas des bons négociateurs. J'ai reçu une fois ici le professeur Biyoa qui a participé à plusieurs négociations et qui nous disait que ces deux pays ne sont pas vraiment des très bons négociateurs et que beaucoup de choses qui disent qu'il n'y a pas trop de sincérité dans... Bon, je ne sais pas si être bon négociateur, c'est vouloir faire des concessions, des vraies concessions ou dire aujourd'hui une chose et demain faire le contraire. C'est très souvent ce qu'ils ont toujours vécu depuis plusieurs années. Mais je vous disais tout à l'heure, M. Nkiera, justement, c'est lorsque le Rwanda ou l'Ouganda développent
beaucoup de concepts pour justifier la guerre, pour justifier un soutien à un quelconque mouvement. C'est dans ce cafouillage qu'on ne sait pas dire exactement ce que l'on veut. Je comprends. Notamment le blocage, puisqu'on va terminer par là de la force neutre. Oui, on veut une force neutre, mais pas avec la MONUSCO. C'est justement ça la tactique du singe dont je vous parlais. Justement, lorsque vous voyez, le Rwanda n'a jamais refusé de participer, l'Ouganda n'a jamais refusé de participer à une quelconque réunion, mais dès qu'ils arrivent, ils savent jusqu'où il faut arriver, ils ont un plan A, ils ont un plan B, ils ont un plan C. En même temps, ils se moquent de la communauté internationale, en même temps, ils savent que les gens sont en train de mourir, malheureusement. On va terminer avec justement cette proposition qui est sur la table. Êtes-vous pour ou contre l'envoi d'une force neutre, ou si pour l'envoi d'une force neutre? Est-ce qu'il faut que ça soit sous l'égide de la MONUSCO ou carrément renforcer le mandat de la MONUSCO? Bien, écoutez, je sais qu'en 1999, lorsqu'on a pu obtenir la résolution